C'est bon. Ok. Bonjour à tous, nous sommes à l'Apple II Festival France de 2018 et je voudrais vous présenter un nouveau périphérique pour Apple II qui vient de sortir, réalisé par John Morris. Ça s'appelle Apple Sauce. Apple Sauce, c'est quoi? C'est un boîtier moderne avec un chip spécialisé à l'intérieur qui permet de brancher d'un côté un lecteur disque 2 ou 525 ou 3,5 d'Apple et de l'autre côté de relier le boîtier par port USB à un ordinateur moderne de type Apple Macintosh. Et ça permet en fait de lire l'ensemble des disquettes en préservant tous les bits qu'il y a dessus, c'est-à-dire toutes les transitions de flux qu'il y a. Et ça permet de faire une sauvegarde de vos disquettes de manière la plus complète et la plus fidèle à l'original, c'est-à-dire protection incluse. Pardon? Cendrier séparateur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sans griller le séparateur. Ah, sans griller le séparateur. Nous grillons pas le séparateur grâce à Apple Sauce. Ce périphérique a été présenté la première fois l'été dernier par John Morris. John Morris est un Américain qui est dans le monde de l'informatique et du jeu vidéo depuis très très longtemps et qui depuis longtemps avait pensé à cette idée de matériel moderne pour préserver la disquette. Et je sais que pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup la préservation de disquettes. Apple II, je le faisais plutôt en piratant les logiciels, en enlevant la protection pour permettre la sauvegarde du patrimoine informatique de l'Apple II. Voilà, vous couperez au montage. Et grâce à John, en fait, il n'y a plus besoin de pirater les logiciels, d'enlever les protections pour en faire des images copiables à merci. Et pourquoi? C'est parce qu'il a travaillé également avec les éditeurs d'émulateurs et aussi les fabricants de hardware pour rendre le format de fichier qu'il génère à partir de son périphérique compatible. C'est-à-dire que l'on peut utiliser, c'est un super format Nibble en fait, ou un super format EDD. Donc en préservant tout et en lisant les disquettes sur les émulateurs, ça permet de ne plus passer du temps à déplomber ces logiciels et à passer peut-être plus de temps à faire du développement logiciel sur Apple II. Donc je vous invite tous à faire ça. C'est un périphérique qui coûte $199 en version simple, c'est-à-dire capable de copier les disquettes 525. Et il existe une version Deluxe à $249 et qui permet de copier également les disquettes 3 pouces et demi. Faut savoir que il y a quand même un petit appareil qui s'appelle un senseur de synchronisation qui est installé dans le lecteur disque 2. Alors, le lecteur disque 2, il est ouvert, hein, c'est un peu la carcasse là, et il faut installer au fin fond et au niveau du moteur le sensor qui va lire la petite pièce magnétique et qui va permettre de donner des impulsions pour savoir où se trouve la tête de lecture de manière régulière. Et c'est une opération qui prend un temps certain quand on n'est pas très doué avec ses doigts comme moi, et qui peut être réalisée en 5 minutes quand on est un peu doué avec ses doigts. Mais c'est une opération indispensable si l'on veut faire des copies fidèles de disquettes. Alors, l'intérieur de l'Apple Sauce, c'est ça. Donc merci à Jean-François W d'avoir ouvert son exemplaire. C'est un chip spécialisé avec des connecteurs de l'autre côté vers les deux formats de connecteurs Apple II. En haut c'est pour les disques 2, donc les 525, et en bas pour soit les 3,5, soit les lecteurs 525 d'Apple. De l'autre côté, nous avons des LED, parce qu'il paraît que tous ceux qui font du matériel Apple aiment mettre des LED. Et c'est vrai, sur toutes les cartes, vous regardez, plus il y a de LED et mieux c'est. Et plus c'est puissant, c'est assez extraordinaire. Ah, il y a un petit bitonio, safe, pas safe, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne peux pas vous en parler, mais s'il est là, c'est que ça doit être indispensable également. Oui, au dos, c'est un boîtier qui n'est pas alimenté à l'intérieur, qu'il n'y a pas la conversion à l'intérieur. Elle se fait par un boîtier externe qui supporte aussi bien le 110 que le 230 volts. Et le convertisseur, le chargeur qui est fourni avec est une prise américaine, donc il vous faudra un adaptateur ou changer pour prendre un chargeur, je crois que c'est du 20 volts. 16 volts, oui 16 volts qu'il prend en sortie, 2 ampères je crois. Et
la chose à faire, en fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Ce sont des versions de luxe, là, que tu as. Ce sont des versions de luxe, oui. Oui, oui. C'est très brutal, mais c'est de luxe également. Alors, oui, il fallait la faire. Pardon, je ne pouvais pas la rater. Alors, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, en fait, quand vous récupérez votre Apple Sauce, d'aller sur le site de John qui s'appelle applesaucefdc.com, qui est ici, qui vous permet de télécharger la dernière version du logiciel qui s'appelle Apple Sauce, qui ne tourne actuellement que sur macOS 10.11 et supérieur. Il y a des versions PC, Windows en cours d'écriture, semble-t-il, peut-être Linux, c'est un monde que je ne connais pas. Et vous le téléchargez, vous l'installez, et la chose à faire derrière, c'est de lancer le logiciel. Et hop, par ici. Et par défaut, vous arrivez à une interface toute simple, avec un certain nombre d'icônes. Je ne sais pas si tu vois, Agnès, avec ton appareil photo. L'interface est divisée en 5 parties, en fait. La première partie, c'est pour faire une copie de disquette non protégée à la Locksmith Fast Disk Backup. Et ça va plus vite que Locksmith Fast Disk Backup, c'est quand même extraordinaire. On ne pensait pas que ce logiciel écrit dans les années 80, qui copie des disquettes en 14 ou 15 secondes, ou 16, je ne sais plus combien, pouvait être battu par un logiciel en 2018. John l'a fait. Donc bravo à lui. Il y a une autre partie, c'est le Flux Imager qui permet de copier, donc en sauvegardant l'ensemble des informations, les transitions de flux des disquettes. Il y a une troisième partie, c'est ici, hop, alors j'y vois rien, pardon, avec le reflet, alors je me déplace, qui viendra un petit peu après, c'est la partie écriture, parce que pour l'instant, le logiciel gère très bien l'écriture, gère la lecture, pardon, il gère l'écriture, je crois, des disquettes non protégées. Et le principe, ça sera aussi de pouvoir sauvegarder l'ensemble des disquettes, de réécrire les disquettes qui sont, elles, protégées. Il faut savoir que les systèmes de protection Apple II sont quand même très riches. Tous ne sont pas réutilisables en écriture sur un disque 2 et utiliser du matériel professionnel, hein, comme les Formaster Co. Mais bon, il y a 80% des disquettes protégées que l'on pourra recopier avec Apple Sauce. Vous avez après deux parties, c'est la partie calibration, c'est pour vérifier la vitesse de lecture de votre disque 2. Il faut savoir que le disque 2 doit tourner environ 300 tours par minute et ça permet une lecture et une écriture de manière efficace et totalement fiable. On l'a vu hier avec un autre utilisateur d'Apple Sauce qui avait un lecteur qui tournait à 292 tours par minute et quand il est passé à 300, ça lui a changé sa vie. Voilà. Et donc il a vendu ses Atari ST. Vous avez la dernière partie qui s'appelle le MC3470 Noise Analysis. Alors qu'est-ce que c'est que le MC34, je sais pas quoi là, 3470? C'est le... Ah tiens, tu veux le dire avec des vrais mots? Le séparateur. C'est un séparateur, donc voilà, c'est un séparateur. C'est ce petit chip qui est ici. Ce petit chip qui est ici, il sert à quoi? C'est lui qui va lire tous les 0 et les 1 en provenance du disque et qui va les envoyer après à notre ami Apple Sauce derrière. Il faut savoir que les différents types, différents fabricants de ce chip-là et qui supportent plus ou moins bien le bruit. Et moins le bruit est important, plus la lecture sera fiable et se fera rapidement. Parce que ce petit chip et donc la carte vont essayer de lire tous les bits et vont rencontrer peut-être des problèmes. Si ce petit chip est efficace, il va le lire plus facilement, il va détecter les différences entre les 0 et les 1 et va pouvoir les envoyer, donc ça va quand même beaucoup plus vite. Alors on va faire un test, je vais refermer je vais vous montrer le fonctionnement. On a considéré déjà que j'ai passé hier 3h30 à brancher le sensor à l'intérieur de mon disque, que c'est bien réglé. Et il n'y a plus qu'à maintenant faire notre première copie de disquette. Alors, il faut quoi? Un Apple Sauce, d'accord? Un lecteur de disque 2. Brancher le disque 2 au dos de l'Apple Sauce avec le pin 1 vers le bas. Ça, ce n'est pas précisé, je crois. Le sensor, on le branche en bas à droite. Et ensuite, on branche le courant
et après on branche à l'ordinateur sur le port USB de votre ordinateur. Bon, il faut un ordinateur avec un vrai port USB, quoi, un Mac ancien. Peut-être qu'avec un USB-C ça marche, je ne sais pas. Je pense que oui, il doit y avoir des convertisseurs ou des adaptateurs. Je ne peux pas vous en parler, mais en tout cas ça marche comme ça. Il n'y a pas de bouton marche arrêt sur l'Apple Sauce. Ça fume. Il n'y a pas de bouton marche arrêt. L'Apple Sauce, quand on le branche, clignote avec les LED qui représentent la première, c'est safe. Je ne sais pas à quoi ça correspond, le safe. Donc c'est peut-être pour empêcher l'écriture, je n'en sais rien. Le deuxième ceiling, c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre l'Apple Sauce et le boîtier, et l'ordinateur, pardon, le in-use, read and write. Bon, ça c'est self-explanatory. What's in the box? Ah oui. Alors, il faut tout brancher avant l'Apple Sauce, sans secteur branché, effectivement. Le secteur, il faut le brancher plutôt à la fin pour éviter les surchauffes et les surtensions sur le lecteur disque 2. Je peux en parler, parce que l'année dernière, j'avais la première version de l'Apple Sauce et je l'ai fait griller parce que j'ai mal branché. Donc, après avoir lancé, il vaut mieux, je vous invite à démarrer pour vérifier que votre lecteur fonctionne correctement avec l'option du MC3470 Noise Analysis. J'ai une disquette vierge qui va servir pour ça, que j'insère dans mon lecteur et je clique sur le bouton Analyse. Là, la première partie va consister à... Ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'effet démo. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop. J'ai tout branché. Non, il n'a pas reconnu, j'ai l'impression. Regardez, ça tourne, mais ça ne fait pas de lumière. Le bouton là. L'interrupteur safe, c'est pas ça des fois. Non. Hop. Non, c'est bien, c'est intéressant. Donc, je vais débrancher, mon lecteur pas. Les aussi. Alors, on va recommencer. En espérant que je n'ai pas de problème de câble, que j'ai pas pété mes câbles hier. Vous l'avez dit. Non, j'ai un lecteur qui tourne mal. Est-ce que je pourrais avoir un autre lecteur, s'il vous plaît? Hop. C'est bizarre. Pardon? Sur lequel il y a un sensor. Aussi. Ah oui, Hop. Merci, monsieur. Je n'ai pas débranché le secteur, merci. Était mon thermomètre, tu m'avais dit, Jean-François, non? Ou pas? Non, pas lui. Par de la nappe? Ouais, on va. Bon, je ne serai pas à ma première grillade. J'ai rien grillé, mais Je ne serai pas à ma première grillade. Il y a 200 $, on s'en passe. Oui, c'est vrai que. il était fixé. Voilà. Alors, Ça y est, il est fixe le verre. Oui, le GIE. le verre est fixe. Donc là, il est bon. Il a reconnu le drive, etc. Merci. Donc, premier test. Ouais, c'est pour moi. Et là, c'est encore mieux. Donc là, si jamais Il n'y a pas de disquette. Peut-être que ça joue. Peut-être qu'il faut mettre une disquette. Merci, Olivier. Alors, j'ai une question idiote. Ta LED fonctionne sur ton lecteur ou pas? Oui. D'accord. Parce que là, la LED ne fonctionne pas. Donc, est-ce que j'ai grillé mon Apple Sauce déjà Alors attends, je vais remonter. entre hier et On va remonter l'autre là? depuis une semaine? Essayez de remonter l'autre. Hop. Analysons. Bref, mon Apple Sauce ne veut pas. Donc on va changer d'Apple Sauce parce que c'est bien d'avoir un backup. Finalement, il faut en commander deux. Ouais, c'est ça, commander en deux. Non, je ne sais pas si c'est le lecteur, si c'est d'autres choses. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc on essaiera, on va essayer avec un autre. Hop, tout est débranché. C'est peut-être aussi le transfert qui fournit pas assez.
Peut-être que le 300 ne fournit pas assez, je ne sais pas. C'est pas sur celui-là. Oui, ça serait. Je sais pas. ça serait très Bon, bien. faut savoir. Le tester, de toute façon. Oui, oui. Non, on a fait plein de copies depuis 2 jours, donc ça s'est bien passé. Et l'Apple Sauce ne reconnaît pas encore sur la version logicielle qui a été fournie les disques 3,5. Donc vous pouvez le brancher, mais ça ne va pas faire la lecture. John a une version qui fonctionne chez lui, mais pas chez les autres, pas sur la version commerciale, si je puis dire. Le firmware peut se mettre à jour de manière automatique en fait au lancement du logiciel. Comment ça s'appelle ? Je vais essayer déjà avec la ligne, je te remercie Jean-François. Quand vous démarrez Apple Sauce vous propose de mettre à jour le firmware s'il détecte la nouvelle version nécessaire. Ça se voit, par exemple. Après, il n'y a pas démarré, c'est le branchement de l'USB qui le démarre. Oui, c'est le branchement de l'USB qui crée le lien en fait. Voilà. Voilà, il est mort. Ah, là il y a des oranges qui sont Il l'a fait allumées. tout à l'heure, il l'a fait aussi. Là il l'a fait, il est chaud, il est prêt. Donc on va recommencer. Il l'a fait aussi. C'est ça qui est bien de ne pas être en direct, en fait, c'est qu'on peut faire du coupage vidéo. Alors la présentation qui va durer aujourd'hui 2 heures, en fait durer en ligne 14 minutes 28, puisqu'on va virer tous les blocs. Et tout le monde va prendre ce truc-là. C'est quand même très pratique. Ma disquette, je la mets dans le lecteur. Et j'appuie sur le petit bouton, et on me dit, attention, il me faut une disquette, veux-tu démarrer? Ah, ça y est. c'est bon. Et là, ça démarre, la lumière démarre, etc. Donc en fait, il y a une phase d'analyse pour écouter la qualité du chip, là, de noise. Et plus la ligne est basse, plus proche du 0, meilleure est la qualité du drive. C'est le niveau de bruit, oui. Donc si vous avez des lecteurs, beaucoup de lecteurs, et que vous en avez certains qui ont la petite barre la plus haute possible, s'il vous plaît, changez de lecteur, essayez avec d'autres. Et Alors, il y en a si... qui font, c'est qu'ils rachètent le composant, enfin ils rachètent le Voilà, j'allais y venir. Si malgré tous vos drives, vous êtes à 30 000 plutôt qu'à 50 ou 100 ou 300, environ 300, c'est quand même un très bon lecteur. Hein. Si vous êtes à 30 000, c'est que vous avez soit un problème de chip, soit un problème de lecteur. Il y en a qui achètent les chips. Il y a Texas Instruments, il y a Motorola, et après je ne sais plus quel est le troisième qui fournit encore ce chip. Ça se trouve, ça coûte $1 pièce, hein. Mais peut-être moins si vous en achetez 250. Et donc après vous le remplacez. Il faut savoir une chose, c'est que le chip n'est pas soudé sur les disques 2, mais il est soudé sur les lecteurs 525. Donc c'est plus facile à utiliser sur un disque 2. Question, est-ce que pour pouvoir tester le chip, en fait, il faut que tu aies branché le sensor ou ça n'a rien à voir ce test de bruit avec le sensor? Alors, pour le sensor, vous avez besoin pour la vitesse du disque et vous en avez besoin pour faire des copies fiables, des copies bit à bit des disquettes. Pour faire des copies secteur par secteur, il n'y en a pas besoin, et pour le bruit, il n'y en a pas besoin non plus. Parce que mon idée, c'était derrière de se dire pourquoi ne pas utiliser un Apple Sauce en troubleshooting de lecteurs qui seraient un peu récalcitrants pour juste tester leur niveau de bruit finalement. Mais vous pouvez. Tu peux. Tu branches n'importe quel disque 2, il va te sortir son niveau de bruit. Oui, Sans avoir exactement. besoin d'y mettre le sensor. Ouais, tu peux. Ah oui, mais tu peux. C'est pas mal. une très bonne idée. Ça, c'est pas mal. Ouais. Le speed test. Donc le speed test, il faut tourner plutôt avec un scratch floppy disk. Oui, mais c'est un scratch floppy disk. Il a reconnu mon disque comme étant un vrai disque. C'est marrant. Non, il est formaté bizarrement ma disquette en fait. Bon, il ne veut pas détecter ma disquette parce qu'il considère qu'elle est bizarre. On va recommencer. C'est vrai qu'elle est bizarre, c'est une disquette. C'est une disquette poubelle. Bon, ben ça marche pas ma disquette poubelle. Donc il faudrait que je prenne une disquette. Oui, s'il vous plaît. Une vraie disquette. Une vraie disquette que je peux scratcher. Si en fait elle est. Si, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est peut-être pour ça que les originaux ne boutent plus. En fait, Jean-François. Non, mais j'avais fait ça avec. Par exemple. Là, ça court une 3M en plus. Par exemple. Alors, on va essayer avec une disquette. Qui elle est En probablement. principe, elle est vierge. D'accord. Si elle n'a pas été formatée, peut-être que ça va pas le faire non plus. Ah, il faut qu'elle soit formatée, visiblement.
Ben tant pis. Alors c'est pas grave, on va passer à une autre étape. En tout cas ça marche comme ça, il faut être dans les 300. Merci monsieur. Nous allons maintenant faire une copie d'une disquette protégée. C'est une opération qui fonctionne en plusieurs étapes. La première, l'Apple Sauce va lire tous les quarts de piste pour essayer de trouver des données sur la disquette. Donc on se met sur Flux Imager et on clique sur Image Disk. Donc première étape, je lis tous les quarts de piste, je regarde. You can perform without a sync sensor installed. Je n'ai pas de sync sensor lié. C'est quand même magnifique. Ah bon? Bon d'accord. Ah bah alors, si mon sync sensor était mal installé, peut-être que mon speed test va fonctionner. Hop là, calibrate. Vérifions. Donc vous êtes dans les 300. Ben voilà. Donc première étape, comme je vous ai dit, je n'étais pas très doué de mes doigts, hein, vous voyez bien, je vous le prouve, je ne sais même pas brancher un jack. Donc voilà, il faut être à 300. Si vous êtes à moins de 300 ou à plus de 300, vous pouvez ouvrir le disque. Sur le côté arrière, sur la face, il y a un petit bitonio bleu avec une petite vis. Et c'est ça qu'il faut tourner. Un petit potard pour arriver dans les 300. Tu peux le calibrer avec l'Apple Sauce justement, parce que c'est une vitesse de rotation ou pas? Non, il faut obligatoirement avoir un tournevis plat et donc, je veux dire, tu ne peux pas monitorer la vitesse en direct en même temps que Ah mais tu si, tournes. si. Ah oui. Si. Tu peux. Hop. Donc maintenant nous allons passer à la partie Flux Imager, comme on dit en anglais courant. Ici nous avons Hard@Mac, qui est le premier logiciel, paraît-il, Electronic Arts, Michael Abbott et je ne sais plus comment il s'appelle, Alexander quelque chose. 1983, la disquette n'a pas d'encoche, donc on ne peut pas écrire dessus. Donc nous la mettons dans notre beau lecteur qui a un sensor installé correctement par l'ami Jean-François. Vous avez une option aussi qui est pas mal pour nettoyer les têtes directement. Donc c'est pas une entrée de menu, mais c'est sur la partie Flux Imager. Vous pouvez cliquer sur Clean Head, il va déplacer la tête, aller-retour. Et vous aurez bien entendu au préalable inséré une disquette de nettoyage, mis des gouttes d'isopo pour machin là, et appuyé, ça aura nettoyé. Donc vous cliquez sur Image Disk, maintenant qu'il y a un magnifique sensor, ce qu'il fait comme je vous l'ai dit, il tourne sur tous les quarts de piste du début jusqu'à la piste 36 ou piste 23 en hexadécimal. Il ne va pas plus loin, donc si vous avez des lecteurs qui vont jusqu'aux 40 pistes, le logiciel ne va pas jusqu'aux 40 pistes. D'accord? Donc il s'arrête à 36, il en fait 36. Donc 37 versus les 36 pistes, il y a combien à 0 à 22, ça fait 35, pardon, oui ça il fait 36 pistes au lieu de 35 standards. Donc première lecture par part de quart de piste, où c'est une phase, et il analyse et va ressortir des points plus ou moins lumineux ou plus ou moins sombres en fonction de ce qu'il lit de la disquette. Et plus vous avez du sombre et plus vous avez des FF, comme on dit, et plus c'est clair et plus vous avez des données qui correspondent à 96. Mais en mode bit, c'est des suites de 1, etc. Ça change, on ne va pas rentrer dans le détail, l'understanding dit Apple IIe ou les Binis Apple DOS ou Prodos. Il y a des contraintes du nombre de zéros que l'on peut mettre à la suite, sinon on va faire des OS lectures, etc. Et c'est le principe utilisé en fait par les personnes qui font des protections pour faire en sorte que les disquettes ne soient pas copiables facilement, aisément. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait la disquette est découpée en 16 secteurs, ce qui est plutôt bien, parce qu'une disquette Apple II en général fait 16 secteurs. Et c'est une disquette qui est plutôt faite, qui a été dupliquée de manière plutôt professionnelle, parce que les secteurs sont très alignés et très proprement. Je pourrais vous montrer une disquette, prenez une disquette DOS 3.3, vous faites la même chose et vous verrez, tout tourne, ça n'a vraiment pas la même gueule. Et une disquette, on voit, les cercles concentriques là qui représentent certaines pistes, et on voit surtout qu'en fait il y en a qui sont, on n'a pas une harmonie en fait du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a des données, des endroits où il n'y a pas de données. La disquette n'est pas obligatoirement totalement formatée. Et on le voit bien vers les pistes des intérieurs, donc c'est-à-dire vers la piste 20 et quelques, on a du noir. Donc le noir, c'est quand c'est une zone qui est non formatée. Donc une zone non formatée, ça veut dire
Vous prenez des vieux jeux comme International Grand Prix ou les Sirius qui utilisaient simplement la moitié des disquettes et n'allaient pas s'amuser à l'époque à payer une boîte de duplication pour aller remplir une disquette alors qu'on n'en utilisait que la moitié. Ça devait coûter probablement 2 fois plus cher. Donc ils n'ont pas formaté la fin. Et là, sur des sites comme ça peut être deux choses. C'est soit il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de données, ou sinon ça peut servir de système de protection. Vous avez par exemple Multiplan de Microsoft, la protection ça consiste à mettre une piste noire, c'est-à-dire une piste sans données qui est la piste numéro 3 ou 4. Et quand vous essayez de le copier, le copieur détecte une erreur et s'arrête. Et c'est comme ça que ce sur quoi la protection est basée. Donc la première étape de lecture, la première passe et l'analyse se fait en environ 1 minute. Évidemment, ça dépend du bruit de votre MC machin. Et après, il y a une seconde passe qui se fait et qui va lire l'ensemble des pistes ou des pseudo-secteurs, en tout cas des pistes, des cartes de pistes, etc., sur lesquels il y a trouvé des données. Il y a un petit raccourci, alors je ne sais plus si c'est la touche commande ou Open Apple, là, je ne sais plus comment on appelle ça sur un Mac, qui permet en fait de lire l'ensemble des cartes de piste, même si l'Apple Sauce détecte qu'il n'y a pas de données dessus. C'est pour se faire une copie vraiment fidèle de l'ensemble des cartes de piste. Ce n'est pas nécessaire, il va quand même le faire. Et pendant que vous faites la saisie, la numérisation de la disquette, l'acquisition, vous pouvez saisir également ce qu'on appelle les métadonnées de la disquette. Alors il y a le titre, il y a le publisher, il y a les programmeurs, il y a la date de sortie, il y a le nom de la disquette, ça c'est très intéressant. Si vous avez les softs à la Ultima, vous avez le Town, le Dungeon, Britannia et je sais plus quoi. Donc au lieu de mettre disque 1, side 1, vous mettez, ou time zone par exemple, avec les 12 faces, je ne sais plus combien là, ou 13, vous pouvez mettre directement l'information. Un autre truc qui est utile, c'est dire si la disquette est protégée ou pas. Donc le petit flag write protected, la langue, la RAM nécessaire pour tourner. Et donc vous mettez toutes ces informations là, ce qu'on va faire sur Hard at Mac. On va dire que c'est le publisher Electronic Arts, que le développeur c'est Michael Abbott avec 2 B, et l'autre il s'appelle Alexander je sais plus quoi. Le copyright c'est 1983, c'est en anglais, ça demande 48 kilooctets, ça tourne sur 2 plus 2 heures. Et c'est Write Protected. Et le deuxième, il s'appelle Matthew Alexander. Pardon Matthew, je suis désolé. Hop. Oui, je pense. Donc, mettons Matthew. Et là, une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Alors, on va mettre qu'on l'a fait pour l'Apple II Festival. Apple II Festival France. On enregistre et votre disquette est sauvegardée dans un format qui s'appelle A2R, c'est-à-dire c'est l'ensemble des transitions, les 0 et les 1 de la disquette. Intéressant à faire quand vous ne savez pas obligatoirement, c'est faites la phase B aussi. Je vous rappelle la petite surprise qu'avait découverte Peter Ferry, qui est un très bon pirate Apple II, sur l'IDTut. L'IDTut, on connaît tous le crack de Mr. Crackman ou de je ne sais plus qui. On avait sauvegardé en fichier binaire simplement la phase 1 et le pirate avait désactivé l'animation de fin du jeu. Donc j'avais filé la phase B de l'IDTut et il avait réactivé cette animation. Et en fait, l'animation avec musique Mockingbird, si mes souvenirs sont bons, et avec du texte avec un scrolling qui défile, c'était super bien et jamais vu. Donc pensez toujours à sauvegarder vos phases B. On a fini la copie d'une disquette, la sauvegarde d'une disquette protégée. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie de l'exploiter quand même sur son émulateur pour savoir si ça fonctionne. Donc, première étape, on l'ouvre, la disquette. Moi, j'ai tout enregistré dans mon répertoire, mes documents. On l'a appelé Hard at Mac, ça commence par un H. Et je l'ai appelé Apple II, sous-titre Apple II Festival France. Hop, on l'ouvre. Apple Sauce va analyser l'ensemble des pistes et des quarts de piste. C'est pour ça qu'il y a un découpage de la piste 0 à la piste 23 avec un découpage par quart de piste. Quand vous voyez du vert, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'il a trouvé des nibbles de bonne qualité. S'il trouve du rouge ou de l'orange, comme certaines disquettes de certaines personnes ici,
en début de disquette, c'est vers la piste 0, c'est plutôt mal barré parce que c'est les pistes sur lesquelles on boot sur un disquette Apple II. Donc s'il y a du rouge ou de l'orange, c'est que vos disquettes risquent de ne pas booter. Alors plusieurs possibilités à ça, la disquette est sale, la table de lecture est sale, et donc c'est toujours utile de nettoyer et de s'assurer que tout va bien avant de refaire des copies. Si la première passe pas, faites la deuxième, faites-en une troisième, une quatrième. Bon après c'est un peu chiant quand vous avez 32 disquettes du même exemplaire et que vous devez le faire 4 fois, ça prend du temps. Bref, Apple Sauce a analysé, n'a découvert que du vert, c'est-à-dire des données visibles, et il a fait un découpage après des codes couleurs sur l'analyse, sur les headers, c'est-à-dire qu'une disquette est découpée sur des 0 et des 1 qui sont regroupés dans ce qu'on appelle des nibbles, et on a besoin de certains, on découpe des secteurs, on met un champ d'adresse, dans le champ d'adresse on dit je suis sur la piste X, le secteur Y, etc. Et après on fait un champ de données avec un certain header, un certain en tête aussi, des 5 AAAD. Et donc Apple Sauce analyse tout ça, et s'il est content, il vous le met. Et vous pouvez ensuite enregistrer dans le format de fichier WOZ en faisant Save As. Et là, il vous propose le même nom avec un WOZ. Alors pourquoi WOZ? C'est un hommage à Steve Wozniak et au disque 2 qu'il avait pris chez Shugart. Il avait enlevé les 3/4 des composants, il avait fait un truc moins cher, il l'a peut-être vendu aussi cher, et, mais bon, moins cher à fabriquer déjà. Et vous avez un fichier qui ne reprend que les informations utiles pour que ce soit joué par un émulateur, et ça fait à peu près la taille d'un fichier Nibble. Donc un truc comme ça qui a beaucoup plus d'informations se retrouve finalement avec un fichier qui fait 200 et quelques kilos et qui est bien plus précis que les nibbles. Si on prend dans l'ordre, il y a les DSK, où là on prend que les secteurs et les pistes. Après au-dessus il y a le nibble qui prend la donnée un petit peu brute mais qui perd l'information de synchronisation. Il y a le DD qu'on avait fait il y a quelques années qui en prend un petit peu plus mais pas encore, qui ne marche pas parce avec les protections synchronisées par exemple. Et maintenant il y a Apple Sauce qui prend tout, donc ne vous embêtez pas à acheter ça et faites des numérisations de vos disquettes et du patrimoine. Pardon? Ultimate Solution. Yes, exactly. Donc le A2R est un format intermédiaire qu'on n'a pas forcément besoin de conserver, sauf pour archivage historique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que même si les réseaux ont progressé, etc., c'est quand même un fichier qui fait 16 à 20 mégas. 16 à 20 mégas pour finalement un certain volume d'informations utiles bien plus réduit. Parce que passer de 16 mégas à 240 kg, ça fait quand même une sacrée différence. Donc là, je prends mon exemplaire de démonstration de Virtual 2 qui lui utilise et est compatible avec WOZ. Ah oui, comment ça marche? Alors, je fais Restart. Et je cherche sur mon ordinateur, et je ne sais pas où c'est, dans Documents, j'ai dit. Dans Hard at Mac, c'est un H. Hard at Mac, c'est où? Hard at Mac, ici. Hop, affiché. Alors comme il est sympa, John, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a enregistré au format PNG l'image de la représentation de la disquette. Et ça c'est mignon parce qu'il y a beaucoup de gens qui se partagent les trucs sur Twitter ou sur Facebook en disant oh, regarde comme elle est jolie mon image. C'est vrai que c'est très artistique. Et il y en a des très belles. Regardez les Spiradisc ou plein de gaz version Spiraling, bon, qui n'est jamais sorti mais que Richard Soberka avait faite. C'est quand même très très joli. Bon bref, nous avons Hard at Mac en version WOZ que nous glissons vers le lecteur 1. Hop. Et Electronic Arts arrive. Protection Electronic Arts, peut-être même dès le début, ça s'appelle du track parsing, ou John l'appelle un double size de track, c'est-à-dire c'est une piste en fait qui est écrite sur deux et il y a les mêmes données aux mêmes endroits. Et le principe de la protection, c'est d'aller balader la tête d'avant en arrière et de vérifier qu'il lit bien les mêmes choses. Et quand on fait une copie, on va se retrouver avec les données que sur une piste et non pas sur la piste adjacente. Donc lui, il va vérifier, il va se balader, il va aller sur l'autre, il va découvrir qu'il n'a pas les mêmes informations, donc que c'est une copie. D'accord ?
Donc voilà Hard Mac en version protégée qui tourne sur Apple II et on n'a pas fait de protection, on n'a pas fait de crack, on n'a rien fait, on a passé 4 minutes à faire la copie et on a maintenant un exemplaire original qui est utilisable et celui-ci on peut le remettre dans sa boîte, dans son sous-blister et le garder en disant ça y est j'ai participé au frais et au sec. Pour les 50 ans à venir. Exactement, j'ai participé comme ça à la sauvegarde du patrimoine informatique Apple II. Donc voilà, ça marche super bien. Alors évidemment, le WOS actuellement, comme le dit John, ne reconnaît pas tous les formats de protection encore. Donc il y en a certains pour lesquels la copie WOS ne va pas tourner sur l'émulateur. Donc deux raisons à cela, c'est que certains systèmes de protection sont vraiment un peu sioux, c'est que ça demande du temps de faire de l'analyse. La seconde, c'est que la disquette source n'est peut-être pas très bonne aussi, donc il faut se méfier. Donc ça arrive, vous avez quand même la 2R qui en général est plutôt bon. Si vous faites les analyses, comme on a fait là avec un POM-O pour ouvrir la 2R, on se rend compte qu'il est de bonne qualité. Donc il n'y a pas de raison qu'un jour ça ne fonctionne pas bien, ne soit pas reconnu. D'accord ? Est-ce qu'on peut écrire des disquets à partir du format A2R? Alors on peut utiliser la clé USB sur laquelle on a sauvegardé tous ces A2R en disant c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est sauvegardé à vitam aeternam. Oui et non, 80% des protections de l'époque et des systèmes de protection utilisés sur l'Apple II peuvent se régénérer avec un disque 2. Et chez un pourcentage plus élevé quand même hier. Et un certain pourcentage, environ 10% de protection ne pourront pas être régénérées réécrites avec un disque 2. C'est assez rare, mais il y en a, par exemple le track parsing est quand même compliqué, on pourrait le faire en écrivant non pas sur la piste 5 mais sur la 4,50 et écrire après 5,50 et 6,50. Le problème c'est que s'il y a des données sur la 4, la tête de lecture du disque 2 étant tellement large que ça va effacer ce qu'il y a sur la 4. Donc c'est un peu sûr que c'est à tester et c'est pas très différent de tous les bits copieurs qu'on avait comme les EDD Co qui faisaient déjà ce genre de choses et avec des réglages très fins. Donc c'est à essayer, mais il y en a certains qu'on ne pourra pas faire, ça c'est clair, avec un Apple Sauce, ni surtout avec un disque 2. Voilà. Lui est quand même plus limité. Quand vous avez besoin de précision et de travailler, là, avec une largeur de piste quand même bien particulière, et que vous avez une tête qui est tellement large que de toute façon ça écrit sur plus qu'une piste. En fait on parle de phase quand tu es plus bas niveau. Et le lecteur ne gère pas réellement les 35 premières pistes, mais en fait les 70 premières pistes. Mais il écrit une piste sur deux réellement, parce que la tête est large et plus large qu'une piste. Si on avait une tête plus petite, on pourrait écrire 70 pistes sur un disque 2. La tête est large, donc on écrit toutes les deux pistes en fait, pour simplifier. Et avec un hardware différent qui aurait été modifié pour l'occasion, je pense à Je pense qu'on pourrait le faire. 5 pouces 1 quart type haute densité ou quoi. Ah ça, je ne sais pas. Une tête beaucoup plus fine. Les têtes sont plus fines, il y avait les Cryoflux qui faisaient la lecture, mais je crois qu'ils ne sont jamais arrivés à faire l'écriture. Ça c'est vraiment pour ceux qui possèdent un Apple II, c'est vraiment comme le périph' ultime. Alors est-ce qu'on peut changer la tête d'un truc comme ça et mettre une tête plus fine de chez Shurgard qui aurait sorti sur d'autres devices après? Je ne sais pas, je ne sais pas si ça existe. C'est une bonne question. Il faut savoir que les professionnels avec les Formaster Co avaient des têtes quand même super fines, étaient capables d'écrire avec des densités de bits qui variaient, alors que nous on écrit tous les 4 microsecondes ou millisecondes, je ne sais jamais, du microseconde à un bit, et c'est fixe. On ne peut pas faire varier la vitesse non plus de lecture ou d'écriture du lecteur, ce qui arrive avec je crois que celui du Commodore 64, on peut faire varier la vitesse de lecture, et les Formaster peuvent varier aussi le nombre de bits que l'on peut écrire, et ils utilisaient ce genre de système de protection pour faire des protections incopiables avec le host, donc avec l'Apple II. Incopiable ne veut pas dire piratable, c'est la nuance. Voilà. On ne peut pas faire de copie, de sauvegarde, mais on pouvait quand même dépomper le soft. Donc là avec ça, il n'y a même plus besoin de dépomper le soft, et c'est quand même assez génial. Donc à découvrir, à acheter et à utiliser. Et il faut savoir une chose, c'est bien d'utiliser, après on a fait sa sauvegarde, on a ces 255 même disquettes sauvegardées au format 2R et WOS et ça marche très bien. Et après on se dit, mais j'ai sur mes 255 softs, j'en ai 250 que personne n'a, donc ça serait quand même sympa de les partager avec tous.
Donc, moi j'avais envoyé toutes mes images disques à John, qui avait mis ça chez lui, sauvegardé à plein d'endroits différents. Et le principe, ça serait de mettre un endroit unique, ouvert à tout le monde, sur lequel on pourrait déposer l'ensemble de nos fichiers, un repository à la Asimov. Mais en utilisant aussi les métadatas enregistrés, parce que si vous regardez ce que l'on a sur l'Apple II qui n'existe pas chez nous, mais qui existe sur les autres plateformes comme le Lemon 64 Co, où vous avez toutes les informations par éditeur, vous avez une base de données, vous cliquez, vous recherchez, vous avez tout. Nous, on a des listes brutes de fichiers, pas plus. Là, on a tous les métadatas qui permettraient de faire ce genre de recherche. Donc si on pouvait avoir une sorte de front-end avec je recherche le soft écrit par logo en 1995 entre février et mars et qui tient sur 143 kg avec un fond jaune, ça serait quand même assez génial. Donc ça c'est en cours, c'est une réflexion que mène John et j'espère que ça va arriver parce que pour moi on en a besoin. Je vous invite à réserver votre exemplaire sur applesaucefdc.com. Il y a une adresse email qui est fournie, applesauce@ je ne sais plus quoi, c'est marqué là-dedans. Donc allez sur applesaucefdc.com et vous aurez l'information. Et donc vous voyez, c'est comme super fiable, super efficace, un truc qui n'était pas copiable, on est arrivé à le faire tourner sur un émulateur vraiment en 5 minutes. Et protection intacte. Donc c'est vraiment une belle réalisation. Par contre, le fichier WAS, il peut être que sur l'émulateur. Alors, c'est possible. Alors, l'état des lieux. Vous avez en émulateur, reconnaissent les WAS Open Emulator, MicroM8, MAME, je crois, maintenant, ou MAME, ça fait longtemps qu'ils sont en cours de finalisation de la reconnaissance, mais John avait travaillé avec des personnes qui travaillent sur MAME pour le faire reconnaître, je crois que c'en est pas loin, c'est peut-être déjà arrivé. Vous avez Virtual 2 que j'ai utilisé ici. Pardon ? L'Inapple, je ne sais pas répondre, mais ça ne me dit rien. Pardon ? Alors, là j'y venais, il n'y a aucun émulateur Apple IIgs qui reconnaît le WAS. Je ne sais pas si les programmeurs des émulateurs Apple IIgs vont reconnaître un jour le WAS. Donc moi je crois que je vais arrêter d'utiliser des émulateurs Apple IIgs, parce que si on ne reconnaissent pas les trucs modernes, c'est dommage. Ils ne sont pas très intéressés, mais bon, c'est vrai que c'est plus compliqué. Faire une émulation de disquette avec des valeurs de 0 à 255, c'est plus facile que d'aller bas niveau, parce que là, il faut simuler ce qu'on appelle le Logic State Sequencer, c'est-à-dire celui qui va aller cadencer pour aller lire les 0 et les 1 et se comporter, aller prendre la route X ou Y en fonction du 1, du 0, etc. C'est épais comme ça, la documentation. Mais c'est pas le même boulot. Donc voilà, ça n'existe pas. Il y a quand même un émulateur Apple IIgs, je sais pas, c'est quel EGS dont on a les sources, ou je sais plus lequel. Tous les émulateurs Apple IIgs, bon peut-être pas Sweet 16 ni je sais pas quoi, mais ça serait bien d'ajouter quand même ce support. Donc ça n'existe pas. Ça c'est la partie logicielle. Partie matérielle, Yan Kim, il y a quelques temps, notre ami coréen dont je vous parlais hier, a apporté le support WAS à l'un de ses lecteurs SD. Je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas ça existe. D'autres projets sont en cours. Clairement, d'un point de vue firmware de la CFFA 3000, il semblerait que ce soit plutôt une impasse et qu'on n'ait pas de support. C'est un peu dommage. Parce que c'est quand même le matériel qui est le plus utilisé, donc si on pouvait glisser, faire drag and drop de ces WAS directement sur la bête, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a d'autres en cours, donc ne soyez pas impatients. On n'est pas dans un monde, le monde de l'Apple II où ça fait 30 ans qu'on fait des trucs, voire plus, ou 40. Donc là, ça viendra au niveau hardware. Probablement on va entendre parler d'entre maintenant et fin d'année, peut-être pour Noël, hein. D'un point de vue marketing, moi je sortirai mes produits juste avant Noël, ça serait plutôt pas mal. Donc il y en aura, c'est sûr. Avez-vous d'autres questions? Eh bien nous allons nous arrêter alors, et merci pour votre attention.